Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Point qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Yves Kitumba. Il est cadre du mouvement de libération du Congo. Bienvenue Monsieur Yves Kitumba. Merci pour la marque de considération, Monsieur Mboma. Mouvement de libération du Congo. Oui. Comment ce parti se porte à l'heure des enjeux si importants pour la République démocratique du Congo? Le parti se porte bien. Vous avez vu Madame la secrétaire générale en tournée pour la caravane Bemba à la province de Sud-Ubangi. Maintenant, elle est à la province de Chopo pour mobiliser nos troupes pour se préparer pour les élections. Mais apparemment, vous avez du mal à vous départager du Charman. Hein? Toutes les décisions viennent de la haie. Qu'est-ce qui se passe? Non, le président national, il incarne au mieux le mouvement de libération du Congo, le MLC. Et de la haie, là où il se trouve, il est empêché, il est dans une procédure. Il n'est pas exclu de ce droit civique et politique. Donc, c'est-à-dire, il est le président national du mouvement de libération du Congo. Mais dire que toutes les décisions émanent de la haie, je ne sais pas vous situer parce que... Parce qu'on sent ça touche dans toutes les décisions. Parce qu'il y a des structures sur place. Il y a des structures sur place. Madame la secrétaire générale est là. Tous les responsables du parti sont là. Il y a le bureau politique. Les décisions se prennent ici à Kinshasa, bien sûr, en consultation avec le président national. Parce qu'on n'a pas compris lors du dialogue du centre interdiocésain, on a vu comment la secrétaire générale s'est battue, tout ça pour ce dialogue, mais finalement elle n'est pas déléguée. On préfère mettre quelqu'un qui est plus proche ou qui pourrait être bien contrôlé par Jean-Pierre Bemba. Déjà, lors du dialogue de la CEDCO, les discussions directes, le président national a exhorté le compatriote congolais à se surpasser pour trouver une solution pacifique afin que nous goûtons à l'alternance politique une fois dans notre pays. Cette alternance, d'ailleurs nous l'appelons alternance globale, je l'expliquerai dans les minutes qui suivent. La désignation de madame d'autres personnes au niveau du Conseil national de suivi, c'est la différence qu'il y a entre le Front pour le respect de la Constitution et d'autres plateformes politiques qui sont tous cadrées sur des cultes de personnalité. Nous estimons que... vous ne faites pas. Non, nous estimons que les personnes sont interchangeables. Les personnes sont interchangeables, les compétences également sont interchangeables. Madame Bazaïba a d'autres responsabilités plus importantes, notamment la gestion du MLC et la gestion du Front pour le respect de la Constitution. C'est-à-dire la structure, apporter le choix sur les délégués dont vous avez vu au sein de ça. Si vraiment les personnes sont interchangeables, pourquoi ne pas changer le président national? Parce qu'il est empêché, non? Tout dépend du bureau politique. Les décisions se prennent au bureau politique et jusqu'à preuve du contraire. Le bureau politique n'a pas encore décidé autrement sur le sort du président national. C'est lui qui incarne au mieux, comme je venais de le dire, la vision du MLC. Il nous manque en titre personnel, parce que le MLC, c'est les idées. Le MLC, c'est un projet. C'est vrai, le président national incarne ce projet. Il nous manque à titre individuel, mais en termes de projet, nous fonctionnons. Parce que ça fait 8 ans et demi que le président est empêché. Il est dans... Il trouvera sa liberté sous peu, dans les jours à venir, mais le MLC fonctionne. Nous ne sommes pas handicapés par son absence, parce que c'est une idée, c'est un projet. Nous évoluons sous base de ce projet et de cette idée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du MLC? José Makila, parti. Jean-Lucien Boussa, parti. Il y a plusieurs cadres du MLC qui aujourd'hui... Qu'est-ce qui reste du MLC? Je suis là. À l'Assemblée nationale, non, je suis là, je ne suis pas cadre. Je suis là. Il y en a d'autres également. C'est comme ça les cycles de la vie. Les personnes naissent, grandissent et meurent. C'est comme ça. Les personnes ne peuvent pas rester éternellement. Et il y a des générations qui doivent venir. Si il n'y avait pas ce mouvement à nous, aujourd'hui, nous ne serons pas là. Et nous devons également laisser la place aux autres qui viendront après nous. C'est-à-dire, on ne peut pas... on ne peut pas résumer les débats politiques ou résumer les partis politiques sur les individus. On résume le parti politique sur les idées, sur la démarche politique pour la conquête du pouvoir. C'est-à-dire, deux personnes sont purement interchangeables. On a eu 2 législatures, 2006, 2011, 2011, 2015, 2016. Si on doit faire un bilan exhaustif du MLC,
Quels sont les acquis durant ces 2 législatives? Mais le MLC participe à toutes les discussions de la République. Le MLC a des députés au Parlement, le MLC a des sénateurs à l'Assemblée nationale, il a des députés provinciaux, il a un gouverneur. Nous participons dans la gestion du pays. Nous participons dans les activités politiques du pays. Nous sommes présents. Nous ne sommes pas fictifs, nous ne sommes pas, en termes de figuration, nous ne sommes pas un parti mallette. Nous existons, nous avons l'adhésion populaire. Vous pouvez le constater avec la tournée de Mme Bazaïba, nous avons une adhésion populaire. Là, c'est normal, Sud-Bangui, c'est le fief de la province de Tchopo, ce n'est Bemba. pas le fief de Jean-Pierre Bemba. Il est à Tchopo, elle est à Tchopo, vous avez vu. Bon, Vous avez vu le les passif, images. durant ces 2 législatives. Bon, il est tout à fait normal qu'il y ait des secousses au mouvement de libération du Congo, mais le plus important, c'est l'existence du parti. Le plus important, c'est le renouvellement de la classe politique. Il y a des jeunes qui sont là et qui vont être lancés bientôt. Voilà, nous allons sommes aborder... une preuve, d'ailleurs. Nous allons aborder l'actualité. Il y a le président de la Commission électorale nationale indépendante qui a fait une déclaration à l'extérieur du pays qu'il sera dans l'impossibilité d'organiser les élections au mois de décembre 2017. Êtes-vous surpris? J'ai suivi les hypothèses émises par le président de la centrale électorale. Ces hypothèses sont émises au regard des données qui lui sont disponibles, au regard de paramètres qui lui sont disponibles que je n'affectue pas. Je reste un homme de principe. C'est-à-dire? Il est écrit clairement dans l'accord que les processus électoraux doivent être évalués entre le gouvernement, la CENI et le Conseil national de suivi de l'accord. J'aimerais voir une déclaration officielle de ces 3 instances que je venais de citer tantôt, faire une déclaration officielle, là je donnerais crédit. Mais le propos simple du président de la centrale électorale, je ne donne pas assez de crédit à cela parce que ça viole le principe de l'accord. L'accord dit que le processus électoral doit être évalué entre les 3 institutions dont je venais de citer, et c'est ces 3 institutions qui doivent dégager si nous sommes au point aux élections ou pas. Non, je ne dirais pas une erreur, c'est la communication. C'est la communication, le président... Et j'ai suivi carrément, il a dit que c'était des hypothèses. On reste au niveau des hypothèses, ce n'est pas ce qui est réel. C'est des hypothèses qu'il a émises. Mais M. Yves Kitumba, entre nous, on sait que depuis même le dialogue sous l'égide de la CENCO, qu'au mois de décembre, les élections sera impossible. Et si aujourd'hui Corneille Nangaa prend le courage de dire la vérité à la population? Non, je ne suis pas technicien de la CENI. Pour répondre à cette question, il faut un technicien de la CENI qui va nous situer si nous sommes au point ou pas. Mais lui, c'est un technicien quand il dit que les élections n'auront pas lieu. Je reste dans le principe. Je reste dans le principe et dans l'accord politique. Il est écrit clairement dans l'accord politique, les évaluations après 2 mois, c'est entre les 3 institutions, gouvernement, CENI, Conseil national de suivi. Le Conseil national de suivi n'est pas encore mis sur pied. Cet organe de contrôle du processus électoral, cet organe qui doit surveiller l'évolution du processus électoral, n'est pas encore mis sur pied. Comment nous pouvons contredire le propos du président de la centrale électorale tant que le Conseil national n'est pas encore mis sur pied? Parce que le Conseil national de suivi devait être mis sur pied pour vérifier la véracité du propos du président de la centrale électorale. Donc je ne donne pas crédit à cette déclaration, d'autant plus que le Conseil national de suivi n'est pas encore mis sur pied. J'attends que le Conseil national de suivi soit mis sur pied avec une réunion tripartite, une déclaration qui sera assortie de la réunion tripartite gouvernement, CENI et Conseil national de suivi. Là, je donnerai foi. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, nous demandons à la population, plus particulièrement à la jeunesse, de s'enrôler massivement, de s'approprier du processus électoral, parce que nous devons goûter une fois à l'alternance globale. Cette alternance globale a 3 composantes. C'est-à-dire la rotation de l'homme à la tête de la République, l'alternance de l'idée du système qui passe par le changement du programme de gouvernance et l'alternance générationnelle qui passe par le renouvellement filtré de la classe politique. Nous voulons une alternance générationnelle filtrée
Parce que nous ne voulons plus, la République n'a plus besoin des politiques ou des politiciens qui n'ont que de l'emballage. Qui n'ont que de l'emballage. Nous avons besoin des personnes animées du patriotisme, qui ont du contenu, qui cadrent dans le sens de développement de notre pays. Filtrer bien, oui, mais comment ça va se passer? Filtrer, c'est-à-dire nous devons avoir de personnes jeunes, probes et compétentes. C'est ça. Il faut filtrer. Propre, ça veut dire qui n'ont pas probe. Probe, c'est-à-dire des personnes qui éprouvent de la probité. Qui sont un leadership qui est assis sur les valeurs universelles. Exact. Voilà. Comment ça va se passer? Parce qu'on connaît que c'est la population qui vote ces autorités. Mais on connaît aujourd'hui la population, c'est qu'elle vaut aujourd'hui. Comment ça va se passer? Vous pensez que cet renouvellement filtré aura bel et bien lieu? C'est un travail que nous devons faire ensemble avec les partis politiques, les ONG et la presse. Nous ne pouvons pas résumer les débats politiques sur les individus. Nous ne pouvons pas... vous pouvez aller sur Twitter, vous allez voir à longueur de journée des personnes en train de discutailler sur la partie futile de la politique. Les personnes en train de fantasmer sur les personnages politiques. Le Congo n'a pas besoin de ce débat. Le Congo a besoin des idées qui vont l'amener au développement. J'ai l'impression que nous sommes restés sur la même voie depuis 1960. Ce sont de mêmes crises depuis 1960, depuis l'époque du maréchal jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous devons évoluer politiquement. Nous avons besoin des jeunes qui ont du contenu, qui viendront pour discuter en termes des idées et apporter un programme dans le sens du développement de notre pays. Opposition, majorité, société civile. Nous, par exemple, au MLC, nous sommes de la droite. Nous sommes des libéraux. Nous avons un programme de gouvernance. Ceux des socialistes amènent leur programme. La société civile nous accompagne. Nous discutons. Et le peuple choisit le meilleur programme pour le développement de notre pays. Nous ne pouvons pas être reculés sur tous les plans, même sur le plan des acteurs politiques. C'est inconcevable pour un pays de 80 millions d'habitants. Je reste convaincu qu'il y a des têtes dans ce pays. Il y a des compétences dans ce pays. Il suffit de canaliser ces compétences dans une bonne voie pour trouver les réponses aux problèmes qui gangrènent notre canaliser République. Je me demande comment canaliser. Parce que déjà au MLC, qu'est-ce que vous faites pour canaliser ça commence par l'encadrement de la population par les partis politiques. Vous le faites? Les partis politiques ont aussi un rôle d'encadrer la masse. Le MLC le fait? Je suis là. Je suis une preuve. Je suis une preuve. Pas une exception. Non, je suis une preuve. Il y en a d'autres après moi. Il y en a d'autres à mes côtés. Je suis une preuve que le MLC travaille avec la jeunesse. Le MLC parle des idées. Vous allez suivre notre rhétorique de réflexion. Vous trouverez que c'est plus sur les idées que les individus. Vous êtes du MLC et certainement que le MLC est en train de suivre l'évolution de l'opération d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire. Selon vous, est-ce que les élections au mois de décembre est possible? J'ai toujours dit ça, avec la volonté politique, c'est possible pour organiser les élections. La volonté politique. Deuxième élément, à part la volonté politique, ce sont des paramètres politiques réels. Pas des paramètres politiques populistes. Quels sont ces paramètres? Les paramètres politiques réels, c'est-à-dire nous ne pouvons pas aller aux élections avec l'exclusion d'une entité ou d'une province. Ça, comme le Kasaï. Nous pouvons accélérer avec le processus de passation de marché des kits, des bulletins de vote et tout, pour aller au plus vite aux élections. Le problème n'est pas aller aux élections au mois de décembre ou pas. Le problème, c'est d'organiser les élections et de goûter une fois à cette alternance globale. Vous comprenez? Que le peuple choisisse ses dirigeants et une fois, nous devons goûter à l'alternance globale. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un manque de volonté politique? Je ne sais pas juger des acteurs politiques. Vous avez vu avec les discussions à la Sainte-Co comment notre classe politique s'est comportée. Vous avez vu dans la mise en œuvre de l'accord comment la classe politique tergiverse pour mettre en application cet accord dans sa globalité. Je parle plus du boarding, du timing. C'est ça le problème.
On a vu les délégués du MLC lors de la réunion convoqués ou invités, je ne sais pas moi, par le président des deux chambres du Parlement. Mais apparemment, vous adhérez à la mise en place du CNSA. Est-ce que l'accord, selon vous, a été violé ou mis en application? Si vous avez une alternative contraire, donnez-moi. Mais je suis convaincu que l'accord est en train de se mettre, d'être mis en place. Mais une autre frange de l'opposition pense le contraire. C'est de la démocratie. C'est de la démocratie, c'est les opinions. Qu'est-ce qu'on a proposé au MLC pour adhérer à cette... Non, le MLC se bat pour la République. Le MLC a signé l'accord global, l'accord du 31 décembre. Nous avons signé parce qu'on nous a promis quelque chose. C'est ce qui s'est dit, non? Non, nous sommes restés constants. Nous avons dit que nous ne participons pas au gouvernement, nous n'avons pas participé au gouvernement. Nous signons l'accord, nous avons signé l'accord et l'arrangement particulier pour le bonheur de la République, pour aller au plus vite aux élections. Le CNSA, il y a eu la première réunion sans loi. N'est-ce pas là mettre la charrue avant le bœuf? Cette question doit être appropriée au président de l'Assemblée nationale et à la majorité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est l'Assemblée nationale qui devait voter la loi. La loi sur le fonctionnement du Conseil national de suivi. C'est à eux de poser cette question. Mais ce qui est important, dans la communication, il s'est posé beaucoup de problèmes. Les deux présidents du Chambre du Parlement ont invité les délégués des parties prenantes à cette réunion. Ce n'était pas une convocation parce que le Conseil national de suivi n'a pas de lien de subordination avec l'Assemblée nationale. Mais pourtant, c'est une des institutions d'appui à la démocratie. Dans l'accord, il n'est pas stipulé que le Conseil national de suivi avait des liens de subordination avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Les deux présidents de deux chambres du Parlement ont été mandatés par le président de la République afin d'inviter les délégués des parties prenantes pour déclencher le processus de mise en œuvre du Conseil national de suivi. Ce n'était nullement une convocation, c'était une invitation. Bon, selon vous, qu'est-ce qui doit venir en premier? La loi ou bien... Mais dans l'accord, si vous lisez l'accord, il est clairement écrit que le Conseil national de suivi fonctionnera provisoirement avec le règlement d'ordre intérieur. C'est ce qui est écrit dans l'accord. Même si la loi n'est pas venue, mais dans l'accord, on a dit que ça doit fonctionner d'abord sur base d'un règlement d'ordre intérieur provisoire. Je me souviens, lors des discussions au niveau du centre interdiocésain, je vois encore Mme Eve Bazaïba, votre secrétaire général, déclarer même que le Front populaire, le Front pour le respect de la Constitution, sortait même, boycottait même les travaux parce que ce Front souhaitait la tête du CNSA. Mme Bazaïba s'est fustigée de la bipolarisation des discussions au niveau du centre interdiocésain. Et le Front voulait aussi le poste de présidence. Elle a fustigé plutôt la bipolarisation des discussions au niveau du centre interdiocésain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le MLC, disons, le Front et le MLC ont toujours cette ambition-là de diriger le CNSA? Mais nous devons jouer notre rôle dans la République. Nous devons diriger le Conseil national de suivi pour assurer à notre population les élections. Il y a le rassemblement El Rengakoy avec Joseph Rengakoy. Il y a l'UNC, Caméré, même s'il désiste maintenant. Il y a aussi vous, le Front pour le respect de la Constitution. Quel atout vous avez que les autres n'ont pas? Pourquoi on doit vous donner... Je ne parle pas d'autres plateformes politiques ici. Mais pourquoi vous tenez à diriger le CNSA? Nous tenons parce que nous voulons rassurer à notre population les élections au plus vite. Et les autres, là, ne rassurent pas? Je ne connais pas le fonctionnement des autres. Je parle du Front pour le respect de la Constitution. Nous, au MLC, nous devons jouer un rôle. Et notre rôle, d'ailleurs, nous avons milité pour un dialogue technique depuis toujours. Et pour nous, le problème, c'était les élections. Nous devons rassurer à notre population les élections. C'est pourquoi nous tenons à diriger cette institution qui est une institution de contrôle et de suivi du processus électoral pour rassurer à notre population les élections au plus vite. Madame Eve Bazaïba n'est pas là.
Qui pourra être proposé à ce poste? Monsieur Fidel Babala? Nous ne parlons pas des individus. De même que la structure a décidé sur les délégués que vous avez vus, de même si nous avons la présidence du Conseil national de suivi, un consensus sera dégagé au niveau de la structure. Mais apparemment, le MLC étouffe les ambitions de ces... Les personnes sont interchangeables. Les compétences également sont interchangeables. Nous ne parlons pas des individus ici, on parle de la structure. Le Front est une structure et a décidé de porter le choix sur les candidats dont vous avez vu. C'est de même si, lors des discussions, nous sommes élus, parce qu'il y aura un consensus, nous sommes élus en tant que président du CENSA, ça ne serait pas un individu, ça serait le Front. Et au niveau du Front, parmi les délégués, il se dégagera un consensus pour désigner la personne qui va diriger le Conseil national de suivi. Bon, là, j'entre dans la tête des mes téléspectateurs. Apparemment, vous faites tout pour qu'il n'y ait pas des adversaires, pour que Jean-Pierre Bemba n'ait pas des adversaires. On a vu avec François Mwamba voulait sortir la tête de l'eau, étouffer. Thomas Louaka étouffé, c'est pratiquement tout le monde. Raison pour laquelle vous venez avec cette stratégie des personnes interchangeables. Non, je crois que c'est le mal qui gangrène aussi la République depuis un temps dans la classe politique. Les discussions politiques ne doivent pas se résumer sur les individus. Vous pensez vraiment au MLC, il n'y a pas d'autres personnes compétentes? Vous pensez vraiment? Mais laissez-les émerger, laissez-les émerger, mettez-le président national, même à l'époque où vous me citez les différents secrétaires généraux, vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres personnes plus compétentes ou compétentes qu'eux? Vous le pensez vraiment? Ou dans cette République, il n'y a que X ou Y? Non. C'est ça ce que nous voulons, l'évolution dans la classe politique. Lors de discussions du centre interdiocésain, à voir toutes les personnes qui participent à ces discussions, 60% sont des anciens du MLC. En voyant ça, qu'est-ce qui vous passait dans la tête? J'ai voyé Ndundo, François Mwamba, Jean-Lucien Boussa, José Makila, tout ce monde-là, ils étaient chez vous. Non, mais ils ont fait leur parcours. Ils ont fait leur parcours. Le parcours d'un être humain n'est pas fixé. On a perdu quand même des éléments. Le parcours d'un être humain n'est pas fixé. Aujourd'hui, vous êtes à Biwan. Demain, nous ne savons pas là où vous serez. N'est-ce pas? Donc, c'est un parcours. Ce sont des gens qui ont fait leur parcours au MLC et maintenant, d'autres ont leur propre parti politique, d'autres ont adhéré dans d'autres plateformes. Ils sont libres. C'est la démocratie. C'est ça, la démocratie. Mais ils ne sont pas sortis aussi. Ils n'ont pas eu votre bénédiction. Non, mais, en quittant le parti, je vois Jean-Lucien Boussa et les autres. Non, mais chacun a ses convictions. À chacun ses convictions. Vous n'allez pas leur reprocher. À chacun ses convictions. Je reprends ma question. Quels sont les atouts que le Front a aujourd'hui que les autres n'ont pas pour diriger le CENSA? Non, je dirais pas. Je ne vais pas me comparer avec les autres, mais nous savons que le Front pour le respect de la Constitution, c'est la seule plateforme qui incarne le désir de la population de l'alternance politique. Vous voyez, nous avons la confiance de notre peuple pour goûter une fois l'alternance politique. Nous sommes capables de diriger cette institution et nous voulons rassurer à notre population les élections. Parce que nous avons milité toujours pour les élections. Voilà notre problème. Ce n'est pas en termes de compétences plus que des autres ou pas, mais nous estimons que nous devons diriger pour faire la police politique, enfin, qu'il y ait des élections dans notre pays. Aujourd'hui, en sortant de chez moi, je suis passé devant un changeur de monnaie qu'on appelle communément cambiste. Nous sommes au-delà de 1500 francs congolais pour $1. On ira jusqu'où, Monsieur Yves Kitou? Je pense que c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance du gouvernement passé. Le gouvernement passé s'est distingué dans la prise de décisions irrationnelles. Vous faites allusion à quel gouvernement? Il y a eu plusieurs gouvernements passés. C'est le même. C'est maintenant qu'il y a un gouvernement en termes de l'accord politique où il y a eu l'adhésion d'autres plateformes de l'opposition. Voilà. Le gouvernement de la majorité, si vous voulez que j'explique clairement. Exact. Ce gouvernement a distingué dans la prise de décisions irrationnelles. Ce gouvernement s'est distingué
par le non-respect des procédures afférentes aux finances publiques, notamment les dépassements budgétaires systématiques et injustifiés, les engagements des dépenses extra-budgétaires, la détérioration de la réserve de change dont vous avez vu. Oui, oui. Comprenez? Donc ce gouvernement s'est distingué et les conséquences se sont fait ressentir après. Vous allez peut-être me poser la question, pourquoi à cette époque les dollars n'évoluaient pas comme aujourd'hui? C'est justement parce que le gouvernement avait opté pour la réduction des dépenses gouvernementales au profit des dépenses dites d'urgence pour garder l'équilibre sous-emploi du cadre macroéconomique. Vous voyez, c'était ça la différence. Solution, parce que l'opposition n'est pas seulement là pour critiquer, mais pour apporter également les idées. Donc, avant même d'arriver à la solution, là, donc, tous les éloges qu'on a fait à l'endroit des anciens premiers ministres, c'était du blablabla. Non, c'était paradoxal avec la réalité. C'était paradoxal. La vérité est là. Maîtrise du cadre macroéconomique. La vérité est là. On voulait presque atteindre la croissance à 2 chiffres. La réalité nous a rattrapés. C'est paradoxal. La réalité nous a rattrapés. Solution, discipline budgétaire, discipline dans les dépenses publiques. Il faut renouer avec les institutions de Bretton Woods, nos partenaires traditionnels, parce que eux, ils ont de la réserve interminable de devises. Vous comprenez? Si nous ajustons notre gouvernance, nous renouons avec les institutions de Bretton Woods pour nous aider dans le cadre de l'appui sur le budget de l'État et l'appui sur la balance des paiements, ça pourra résorber. Et quand eux, ils exigent l'application stricte de l'accord avant mais l'accord, en ce qui me concerne, ce qui reste dans l'accord, c'est la mise en place du CENSA. C'est pas ils sont pas de cet avis. Vous avez suivi la déclaration du fonds, non? Pour du fonds, du FMI. Ils ont exigé un calendrier et puis la mise en œuvre, la mise en place du CENSA. N'est-ce pas là une sorte d'ingérence dans les affaires internes d'un pays? Non, je crois que cela peut se dispenser de l'ingérence. Parce que nous ne sommes pas face à des États. Nous sommes face à nos partenaires traditionnels. C'est différent d'un État qui veut s'ingérer dans la gestion d'un pays. Vous devez appuyer, mais on exige assez que vous publiez un calendrier électoral, quand bien que l'enrôlement a encore pris fin. C'est normal. Nous sommes en politique. Et nous sommes dans un monde des intérêts. Vous pensez que la Banque mondiale va vous donner l'argent, après il ne vous donne pas de conditions? Il va vous applaudir? Parce que vous allez dilapider cela. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative? On est obligé de passer par les institutions de Bretton Woods. Non. Vous avez vu le budget de l'État. Vous avez vu la production interne. Vous savez bien, vous savez pertinemment bien les degrés de corruption qui existent dans notre pays. La fraude. Vous avez une idée? Vous pensez vraiment avec ça, nous-mêmes, nous pouvons décoller? Aujourd'hui, si on essaie de fermer ces robinets-là, vous ne pensez pas que la RDCP... Ce n'est pas un péché de renouer avec les institutions de Bretton Woods. Il ne faut pas aussi avoir honte de cette faiblesse. Sinon, ceux qui en pâtissent, c'est la population. C'est ça. La population va en pâtir jusqu'où? Nous devons trouver des solutions pour assurer à notre population... Et surtout qu'on a besoin d'argent pour organiser les élections. Le rassemblement dirigé par Moïse, disons, Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi exige qu'il y ait élection plus tard, décembre 2017. Au cas contraire, il y aura l'application de l'article 64 de la Constitution. Mais il est clairement écrit dans l'accord que les élections doivent s'organiser au mois de décembre 2017. Il est clairement écrit. Je suis certain que les personnes dont vous venez de me citer sont en train de se préparer pour les élections au mois de décembre. Parce qu'elles ne veulent pas qu'il y ait simplement des discours. Il faut se préparer, il faut s'enrôler, il faut mobiliser des bases pour aller aux élections. L'article 64, ça veut dire quoi? Il faut le dire clairement. L'article 64, ça veut dire quoi? L'incitation à la violence, c'est que vous voulez embraser les pays, mettre le pays à feu et à sang. La CPI va vous applaudir si vous incitez le peuple à la violence. Nous avons choisi une opposition républicaine, une opposition forte et républicaine. Nous voulons les élections. La seule voie royale pour le moment, pour qu'il y ait moins de dégâts
Parce qu'avec l'incitation à la violence, il faut voir les incalculables dégâts qui peuvent surgir. Hein? Donc, nous voulons les élections, nous voulons une passation pacifique du pouvoir. Est-ce que le MLC se prépare pour ces élections? Mais vous avez vu Mme Bazaïba, il était aussi de Bangui, elle est maintenant à Nous avons 26 provinces. Hein? Et vous allez voir ici à Kinshasa, au moment où on ne sent pas le MLC sur terrain. Comme c'était à l'époque de Jean-Pierre Bemba, tout ça. On ne sent pas le MLC. Non, c'est parce que vous pensez que les discussions politiques ou les débats politiques, c'est un concours d'éloquence. Non. Même sur le terrain. Non, ce n'est pas un concours de talent oratoire que les gens doivent parler. Non, nous sommes dans le travail. Nous sommes sur le terrain. La preuve, vous avez vu le 26 mai 2016, la marche qui a été organisée à la tête avec Mme Bazaïba et le MLC. Dites-moi que le MLC n'est pas sur le terrain. La politique n'est pas un concours de talent oratoire. La politique n'est pas un concours d'éloquence. C'est les idées. Et nous travaillons sur le terrain. Vous allez voir avec les élections. Vous allez voir ici à Kinshasa comment ça va donner. Vous allez voir. Le MLC, on ne le sent pas. On ne le sent pas. Je venais de donner la réponse. On ne le sent pas. Je venais de donner Vos la députés réponse. provinciaux sont quasi inexistants partout. Les assemblées provinciales. Aujourd'hui, si vous... Les assemblées provinciales sont hors mandat. Hors mandat, mais ils sont quand même légales. Oui, ils sont légales, mais ils sont hors mandat. Nous avons besoin de nouveaux députés provinciaux. Nous avons besoin de nouveaux. Aujourd'hui, si on doit faire le décompte au sein du MLC, vous avez combien de députés provinciaux aujourd'hui sur toutes les? On a la majorité à l'Assemblée provinciale. Ici à Kinshasa, on a la majorité aussi du Bangui, on a la majorité à l'Équateur, on a la majorité au Bas-Congo. Nous existons. C'est ça la réalité. Prenons le cas ici au Congo, ici à Kinshasa par exemple. Vous avez la majorité ici, mais face à tout ce qui se passe, cas d'insalubrité, on ne sent pas les élus. La ville n'est pas dirigée par le MLC. Mais quand même, la ville est dirigée par... L'Assemblée nationale, c'est un organe, c'est l'organe délibérant. La ville est dirigée par la majorité présidentielle. La ville est dirigée par, mais contrôlée par l'organe délibérant qui a la majorité MLC. Dans l'Assemblée provinciale, il y a des députés MLC, mais vous savez comment les députés se sont comportés? C'est pourquoi nous voulons les élections pour qu'il y ait alternance, pour qu'il y ait changement. Avant même d'aller, est-ce que vous avez fait une sorte d'introspection pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ces députés... Oui, le diagnostic a été fait. C'est pourquoi il a été... Quel est ce diagnostic? Le diagnostic a été fait par rapport à des points forts et des points faibles. C'est pourquoi il a été dégagé de relancer les activités du parti et de relancer les acteurs politiques. Je suis là, la preuve, c'est-à-dire les MLC relancent avec la jeunesse. Nous sommes là, il y en a d'autres qui passeront, vous allez le voir sous peu. Vous serez candidat? Mes amis de Kindele, de Boadi, de Lingwala, de Barumbu, de la Gombe, pensent que nous sommes une des potentialités de la République. Mais en ce qui nous concerne, nous dépendons de notre parti politique. Si les partis estiment nous aligner à cette compétition démocratique, nous serons là pour servir. Nous allons servir. Et vous savez que seule l'expression des urnes ne peut trancher sur la diversité politique. Et ensemble avec mes amis dont je venais de citer, nous allons rétablir la vérité sur les forces réelles et les forces imaginaires, ici à Kinshasa et à Lukunga. Et vous êtes sûr qu'avec tout ce que vous avez, le MLC sortira gagnant? Vous allez le voir au moment opportun. Vous allez les juger après les élections. Maintenant, nous ne pouvons pas discuter... C'est ce que vos aînés avaient dit. Nous ne pouvons pas discuter sur l'abstrait. Il faut qu'il y ait des résultats. Il faut qu'il y ait des résultats. Il faut qu'il y ait des résultats et vous allez juger sur base de ces résultats. Et nous reviendrons ici pour vous dire, voilà, M. Mboma, les résultats sont là. Monsieur Yves, aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Jusque-là aussi, ça continue par la déclaration des évêques de la Cinco. Le pays va très mal. Il faudrait que le peuple se prenne en charge. Vous, comment vous analysez ça? Le peuple doit se prendre en charge. Nous sommes en démocratie. D'abord, je ne suis pas catholique. Moi, je suis protestant. Je ne suis pas catholique. Je suis nullement concerné par... Ce sont des presses. Non, attends, je ne suis pas catholique. Je suis protestant. Je suis nullement
écrit dans la déclaration des évêques, parce que je n'assiste même pas à des messes des catholiques. Moi, je suis protestant. Et nous sommes en démocratie, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Ils ont analysé, ils ont scruté, les problèmes de la République. N'ignorez pas que l'Église catholique est implantée partout dans la République par rapport à l'Église protestante. L'Église catholique n'est pas monopole de la religion en République démocratique du Congo. Le pays est laïque. Il y a des musulmans, il y a des kimbanguistes, il y a des protestants. Nous sommes des protestants. Les princes. Non, je ne voulais pas entrer dans ce débat, mais je parle plus des idées. Donc moi, je ne suis pas concerné dans les déclarations des évêques parce que je ne suis pas catholique. Moi, je suis protestant. Seuls les catholiques sont concernés. Je considère que c'est un point de vue des catholiques. Vous avez dit des catholiques. C'est les princes de l'Église catholique. Voilà. Donc moi, je ne suis pas catholique. Mais il tire la sonnette d'alarme quand même. Mais je dis que c'est un point de vue, nous sommes en démocratie. Et vous, comment vous comprenez, prenez-vous en charge? Le peuple doit se prendre en charge. Je ne comprends pas bien ça. Il faut qu'il y ait des termes clairs. C'est prendre en charge, c'est-à-dire, je dois me suffire moi-même pour mon auto-alimentation. Je dois me prendre en charge mes enfants. Je dois prendre en charge mon épouse. N'est-ce pas? Moi, je comprends ça dans ce sens. Donc, il faut qu'il y ait des termes clairs. Et les termes clairs vont départager l'Église et la politique. Donc, selon vous, cette déclaration tombe à point nommé ou bien vient mettre de l'huile dans le feu? Je ne suis pas concerné. Vous êtes Congolais. Aujourd'hui, si ça brûle, vous serez concerné par les idées de développement de notre pays. Et ces idées-là qui tirent... Je suis concerné par les idées du développement de notre pays, les idées pour faire avancer les choses dans notre pays. Je ne suis pas concerné par les déclarations individuelles ou des groupes politiques ou des groupes... je ne suis pas là-bas. Moi, c'est pour le développement. Si on a émis des idées sur le développement, nous discutons, nous scrutons sur les idées du développement de la République, là, je pourrais donner un point de vue. Pour le moment, je ne suis pas concerné. Donc, vous refusez de répondre. C'est ce que l'opinion comprend. Non, je ne suis pas concerné. Vous refusez. Je ne suis pas catholique, je suis protestant. Vous refusez. Je suis protestant. Et aujourd'hui, si le chairman faisait cette déclaration-là, vous serez concerné? Le chairman Jean-Pierre Bemba, vous l'avez suivi toujours depuis qu'il avait pris des armes, jusqu'en 2001, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'apprenait que sur le développement. C'est le chairman qui a porté ce diagramme démocratie-développement. Nous pensons que le développement passe par un cadre démocratique. Ça, c'est les idées de Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'aujourd'hui... Jean-Pierre Bemba ne reste pas sur des déclarations individuelles. Aujourd'hui, l'Église catholique, protestante, musulmane ou les cassésistes, je ne sais même pas moi, ils sont nombreux. Aujourd'hui, quel rôle doit jouer l'Église aujourd'hui, en ce moment? C'est la neutralité. C'est la vraie société civile, l'Église. C'est la vraie société civile. Comment vous comprenez la neutralité? Le pays va mal. L'Église devait se mettre au milieu entre les acteurs politiques pour essayer de les concilier. De concilier les acteurs politiques en vue de trouver des solutions pour la République. Cela veut dire, même si c'est rouge, comme il faut concilier, il faut dire que c'est bleu. C'est la démocratie, c'est un point de vue. C'est une sonnette d'alerte, c'est un point de vue. C'est un point de vue, c'est une certaine alarme, c'est un point de vue. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec la déclaration des évêques. Les idées de la déclaration, je n'ai pas développé. Mais quand vous parlez simplement des évêques, je ne suis pas concerné parce que je suis protestant. Bon, parlons des idées des évêques. Oui. Le pays va très mal. Oui, effectivement, le pays va très mal. Et on doit se prendre en charge. Oui, on doit se prendre en charge. Je vais vous expliquer la prise en charge en termes personnels. La prise en charge en termes personnels, je vous ai l'autosuffisance alimentaire. Attendez. L'autosuffisance alimentaire dont Mouzé nous demandait de se prendre en charge dans ce sens. Quel est autre sens de se prendre en charge? Il faut que les évêques expliquent clairement. Aujourd'hui, comment nous, la population, nous devons aider les politiques pour qu'ils nous amènent vite aux élections? Je pense qu'il y a des moyens de pression que la population peut faire de manière pacifique. Lesquels, par exemple? Exiger les calendriers électoraux, exiger la date du scrutin et demander à la centrale électorale, l'ensemble des institutions, avec les institutions dont je vous ai parlé, les moyens sont prévus par la Constitution. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas aller au-delà de la Constitution. Les moyens sont prévus par la Constitution. Les manifestations sont avisées. Nous sommes dans un régime d'information. Vous informez, vous faites des marches pacifiques
pour qu'il y ait alternance. Monsieur Yves Kitumba, aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le processus électoral est bloqué. Selon monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ce qui bloque, c'est la situation dans le Kasaï. Êtes-vous d'avis? Parce que la CENI avait promis... Oui, pourquoi? Oui, parce que le Kasaï, c'est une entité à ne pas négliger dans le processus électoral. Non, je pense qu'il est évident qu'avec la volonté politique, nous pouvons les enrôler le plus vite possible. Et selon vous, qu'est-ce qui bloque alors? C'est les cas d'insécurité. Vous savez, pour la sécurité de notre pays, au-delà de guerres à répétition créées qui est la résultante de la convoitise de nos richesses, mais les cas d'insécurité constatés ici dans la ville et dans d'autres villes à l'intérieur du pays, c'est carrément l'absence de l'État, c'est l'inexistence de l'État. Donc l'État doit prendre en charge la sécurité de la population et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire. Donc à mon avis, l'État doit jouer son rôle pour que les populations des Kasaï soient enrôlées le plus vite possible et qu'ils soient associés dans les listes électorales pour que nous allons au plus vite aux élections. Il y a une certaine opinion qui pense que la commission électorale indépendante ne joue pas franc jeu. Elle est plus majorité. C'est un point de vue. Nous sommes en démocratie. C'est un point de vue, nous sommes en démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, la CENI au milieu du village? Je suis pas juge. Je ne suis pas aussi là pour parler de problèmes de la CENI ou les accointances de la CENI avec la majorité. Je reste un homme de principe. C'est une institution d'appui à la démocratie de notre pays, comme le Parlement, comme la présidence, comme le gouvernement. Et ils sont régis par un texte, il y a une loi. Voilà, moi je reste là dans le principe. Les autres considérations, c'est ce que nous voulons mettre fin ici dans notre pays, qui est centrer les discussions sur la partie tout à fait futile de la politique. Nous voulons parler des idées, nous devons parler des choses concrètes, nous devons parler pour le développement de notre pays. Les accointances, moi je donnerai quel jugement? Parce que je n'appartiens pas d'abord à la famille politique qui est la majorité, je ne suis pas membre de la CENI. Et vous avez des délégués dans la CENI. Voilà. Est-ce que votre délégué on a dit que c'est une institution, vous fait rapport chaque fois? On a dit que l'institution, c'est une institution démocratique. Je m'arrête là en termes de principe. Je vois les. Est-ce que vous avez les rapports mensuels ou trimestriels de votre délégué à la CENI là-bas? Bien entendu. Et qu'est-ce qu'elle dit ou il dit? Ben, écoutez, les rapports, moi je ne suis pas habilité à recevoir des rapports en tant que cadre et militant du MLC. Si vous avez un responsable du MLC, posez-lui cette question. C'est-à-dire Madame la secrétaire générale ou les autres responsables sur place, c'est eux qui sont censés analyser les rapports des non-mandataires. Donc moi, je n'analyse pas les rapports des non-mandataires. C'est la direction du parti qui analyse. Comme on parle de la CENI, il y a un point là qui avait fait couler beaucoup d'encre. C'est le changement là qui s'est effectué avec votre pion ou votre élément au niveau de... Non, c'est le respect de l'accord. Mais la dame avait dit que c'était... Non, il était écrit dans l'accord, le changement où... mais elle n'avait pas démissionné, la redynamisation de la CENI. Elle n'avait pas démissionné. La redynamisation de la CENI était écrite dans l'accord. C'est l'exécution de l'accord. Mais l'accord ne vient pas enfreindre la loi organique portant création, fonctionnement et organisation de la CENI. Non. Il fallait qu'elle démissionne d'abord. Nous sommes dans une situation particulière. Nous sommes dans une situation particulière et nous sommes dans une situation hautement politique. Il a été clairement Ça veut dire écrit, quoi, hautement politique particulière? Donc on met à côté tous les textes. Il a été écrit dans l'accord que nous devons redynamiser la CENI. Les délégués qui se sentent capables de redynamiser, de récupérer leurs délégués à la CENI, c'est ce qui a été fait au niveau du MLC. Point. Il n'y a pas de discussion. Ça, c'est des discussions à la congolaise. Il n'y a pas de discussion. Non, mais il fallait quand même respecter aussi cette loi organique-là, qui demande à ce que ces membres puissent d'abord démissionner. Le poste n'était pas vacant. Non, mais le MLC a écrit. Vous n'avez pas vu les lettres demandant la démission? Le MLC a écrit. Je ne veux pas entrer dans ce genre de débat. C'est le respect des textes.
Les textes étaient clairs. Vous dites que vous faites une opposition républicaine. C'est vrai qu'il fallait redynamiser la CENI et consorts, mais tout en respectant aussi cette loi-là. Mais la loi n'a pas été violée. La dame n'a pas démissionné. Vous l'avez mis à la porte, comme ça, manu militaire. Nous, la validation qui s'est faite à l'Assemblée nationale, c'était les MLC. L'ordonnance qui a été prise par l'Assemblée nationale. Mais qui avait écrit au MLC? Qui avait écrit à l'Assemblée nationale? C'est le MLC. C'est l'accord. Ce n'est pas les MLC, c'est l'accord politique. Lisez l'accord politique. Vous allez trouver cet élément dans l'accord politique. Voilà. Et le président de la République qui a pris une ordonnance, c'est en violation de la loi? Dites-moi. C'est ce que la dame pense, non? C'est un point de vue. Votre dernier mot avant de boucler cette émission? Je vais appeler à la jeunesse de s'approprier du processus électoral. Parce que nous devons goûter à l'alternance globale et surtout, en tant que jeunes, dans la composante alternance générationnelle qui passe par le renouvellement filtré de la classe politique. Beaucoup de jeunes dans le processus électoral, beaucoup de jeunes candidats et il faut élire des jeunes. Une petite dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que Corneille Nangaa doit démissionner? C'est opportun qu'il démissionne? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de jugement à faire pour le moment. J'attends les commissions nationales de suivi. J'attends un rapport global pour porter un jugement objectif. Voilà. Monsieur Yves Kitoumba, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.